Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. Les autorités burkinabées semblent se couper un peu plus chaque jour de la France. Dernière actualité en date, le retrait acté des troupes militaires françaises du Burkina Faso. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme dans la capitale Ouagadougou. Le Sénégal accueille jusqu'à demain vendredi le sommet Dakar 2. Au menu des discussions, les conséquences du changement climatique, de la pandémie de Covid et de la guerre en Ukraine et les solutions à trouver pour améliorer la souveraineté alimentaire du continent. Et en Ukraine, plusieurs régions du pays ont été visées par une quarantaine de missiles russes, tuant 11 civils et faisant une dizaine de blessés. Pour les autorités ukrainiennes, Moscou visait des installations énergétiques. Au lendemain de l'annonce du retrait des troupes françaises au Burkina Faso, un vent de satisfaction plane dans le pays. Conformément à la demande des autorités burkinabées, les soldats quitteront le Burkina dans un délai d'1 mois. Dans ce contexte, la France a rappelé son ambassadeur au Burkina Faso pour, je cite, « mener des discussions ». Mathieu Nicolas. Unanime. À Ouagadougou, la majorité des habitants interrogés sont en phase avec le retrait annoncé des troupes françaises du Burkina. Certaines personnes, comme Sabine, jugent qu'un État qui se dit souverain doit être capable de se défendre lui-même. La présence des bases militaires françaises au Burkina Faso viole sa souveraineté. Allant dans ce sens-là, c'est un devoir que nous ayons revendiqué son départ et qu'aujourd'hui ça soit effectif. Issouf est du même avis. Le Burkina n'a en aucun cas besoin de Paris d'un point de vue sécuritaire. Les troupes burkinabées peuvent se passer selon lui de la présence militaire française. Parce que vu la détermination de notre armée actuelle et puis le nombre vraiment élevé des VDP que le gouvernement a recruté vraiment, nous pensons que le départ de l'armée française, ça ne va pas poser problème à notre pays. Un discours dans la même veine que celui que tiennent ces derniers jours les autorités burkinabées. Lundi, le porte-parole du gouvernement du Burkina avait justifié la demande de départ des troupes françaises par la nécessité pour les Burkinabés de mourir pour leur propre pays. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Mais d'autres, à l'image d'Ibrahim, sont plus sceptiques. Depuis l'annonce du départ des troupes françaises, ils se demandent si la France ne pourrait pas jouer un rôle d'appui au Burkina dans la lutte contre le djihadisme. Nous, on est en guerre. Les guerres là n'est pas encore finies. Si on pouvait laisser, si la guerre est finie avec les terroristes, après maintenant on peut décider que France part. Mais pour le moment, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que la guerre est finie? Est-ce que nous seuls on peut gérer avec les terroristes là, sans armée française? Mais le souhait d'Ibrahim est désormais loin de la réalité. Jeudi, le ministère français des Affaires étrangères a rappelé son ambassadeur au Burkina Faso afin de mener des consultations au lendemain de l'annonce du départ du pays des forces spéciales françaises d'ici 1 mois. Dans les usages diplomatiques, un tel rappel pour consultation signale un mécontentement avec le pays, voire une crise diplomatique. Au Burkina, toujours au cours du mois, une quarantaine de taxes couvrant pratiquement tous les aspects du quotidien sont entrées en vigueur, comme par exemple les boissons énergisantes qui ont été taxées à 50% ou encore les sucreries taxées à 15%. Cette décision des nouvelles autorités de la transition du Burkina Faso est-elle bien accueillie? Reportage de notre correspondant Edem Aibla. Les taxes sur les boissons et cigarettes sont revues à la hausse selon la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2023. Les autorités de la transition ont décidé depuis le 1er janvier 2023 de taxer conséquemment les boissons très alcoolisées et ou énergisantes. Des taxations qui provoquent des inquiétudes chez les Burkinabés. Quelque chose qu'on vendait à 600,
S'ils vont augmenter ça, par exemple à 800, soit à 1000 francs comme ça, je ne sais pas dans quelle situation on va se trouver maintenant. Les gens du buffet viennent de 10 000, 15 000, ils ne peuvent plus boire ça. C'est devient de 2 500, 3 000 en an, ils peuvent payer. Il y a le vin même peut prendre, ça va atteindre 6 mois, personne ne vient pas pour payer, parce que c'est cher. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie burkinabé qui, je suis désolé, c'est tout comme si nous allons vivre une crise financière qui va se traduire par une crise économique, laquelle crise économique va se traduire par une crise sociale, laquelle crise sociale, si rien n'est fait, pourrait être ressentie au niveau politique, déjà que nous souffrons assez. Cette augmentation des taxes sur les boissons et les cigarettes est diversement appréciée, mais suscite de différentes interrogations. Si c'est peut-être les produits de première nécessité, je peux comprendre. Voilà, les denrées, première nécessité, huile et autres la bosse. Ça, c'est pas simple. Mais si c'est côté boisson, bon, et puis nos engins et autres, bon, pour moi, je pense que c'est pas aussi grave. Hein. Si c'est quand même pour combler un vide quelque part, bon, surtout côté insécurité, moi, vraiment, je suis partant. Voilà. C'est une manière quand même de collecter des fonds, mais maintenant que ça soit un peu transparent. Nous sommes dans l'attente pour avoir plus d'amples informations. Mais nous pensons que ces mesures ne vont pas toucher les produits que nous commercialisons. Bon, hormis les liqueurs et les vins. Face à cette situation, le directeur général des impôts a animé une conférence de presse le mercredi 11 janvier 2023 afin de lever les coins du voile. Quand vous prenez les boissons alcoolisées, le taux d'alcoolisation n'est pas le même pour toutes les boissons. Donc on a catégorisé et puis on a réajusté les taux en fonction de la teneur, par exemple, des alcools. Et pour les boissons non alcoolisées, vous constaterez avec nous sur le marché que nous avons ce qu'on appelle les boissons énergisantes, nous avons un certain nombre. Donc ce n'est pas la même chose. Donc là aussi on a catégorisé un peu, voilà, pour rehausser. En plus de lutter contre la prolifération des boissons nuisibles à la santé des populations, cette initiative, selon la Direction générale des impôts, contribuera également à l'effort de guerre. Nigeria, Tanzanie, Zimbabwe ou Mauritanie, le président du Sénégal, Macky Sall, a accueilli hier et jusqu'à vendredi 16 chefs d'État pour le sommet Dakar 2. Au menu des discussions, les conséquences du changement climatique, de la pandémie de Covid et de la guerre en Ukraine, mais surtout la recherche de solutions pour améliorer la souveraineté alimentaire des pays du continent. Émeric Torognon. Je tiens à dire que ce ne sont pas seulement les armes, les bombes, ni les chars qui tuent, mais la famine tue, la malnutrition tue, plus que les conflits armés. C'est sur la base de ce constat que plus d'une dizaine de chefs d'État africains tiennent depuis mercredi à Dakar au Sénégal un sommet dont l'objectif est clair. Trouver des solutions pour l'autosuffisance alimentaire sur le continent. La situation est alarmante, surtout dans la Corne de l'Afrique, et les chiffres publiés par l'OMS sont illustratifs. Près de 23 millions de personnes dans cette partie du continent vivent dans l'extrême insécurité alimentaire et plus de 44,7 millions sont dans le besoin d'aide humanitaire. Pourtant, le continent dispose du potentiel nécessaire pour venir à bout de cette situation sans faire recours aux aides humanitaires, selon le président sénégalais. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. L'Afrique est décidée à prendre en charge définitivement la question de sa souveraineté alimentaire, dans un contexte marqué par la guerre russo-ukrainienne qui a révélé la dépendance alimentaire du continent. Les dirigeants africains veulent renverser la tendance et prendre leur destin en main. Mais pour y parvenir, des investissements dans le domaine agricole sont nécessaires, souligne le président Macky Sall. Pour transformer notre potentiel en réalité, il nous faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole.
Cela requiert un engagement volontariste. Et votre présence massive est un signal positif, une prise de conscience partagée des leaders pour arriver à cette transformation. La Banque africaine de développement, co-organisateur de l'événement avec le Sénégal, a promis 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour soutenir la stratégie nationale de souveraineté alimentaire sur le continent. Ce sommet qui prend fin vendredi réunit une quarantaine de pays africains. Et sur le continent africain, toujours, les progrès dans le développement humain et économique sont freinés par un recul généralisé de la démocratie et une situation sécuritaire de plus en plus tendue. C'est la conclusion de l'indice de la Fondation Mo Ibrahim, publié mercredi et qui évalue la gouvernance sur le continent. L'étude déplore notamment qu'en 2021, près de 70% de la population du continent vivait dans un pays où les conditions en matière de sécurité et état de droit étaient dégradées. Vous le savez, en Afrique, le Maroc est géographiquement la porte d'entrée vers l'Europe, avec ses enclaves espagnoles situées dans le nord du pays, une zone de passage pour de nombreux migrants d'Afrique subsaharienne, déterminés à gagner l'Europe et qui se retrouvent parfois privés de conditions de vie dignes. Souilas Bey. Les immigrants tous, ils souffrent ici quand même. Parce que le problème, c'est quoi? Chaque jour, il y a des polices. Ça fait comme ça 2 semaines. La police nous dérange chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Épuisés, affamés, avec pour seul abri des couvertures étendues en plein milieu d'une voie de tramway. C'est au bord de la route située en face de la gare routière Ouled Ziane, dans la ville de Casablanca au Maroc, que des centaines de migrants venus d'Afrique subsaharienne passent régulièrement. Certains ont même décidé de s'installer dans ces campements de fortune. Il y a de nombreuses personnes ici, il y a beaucoup de gens qui sont couchés à dehors. Même si tu as l'argent, tu ne peux pas louer. Comment tu vas faire? Tu restes dehors. Si tout le monde il vient, il descend aux gares ici, il reste ici, il habite ici. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour que tu puisses louer un appartement. Même si tu as l'argent, les gens n'acceptent pas ça. Entrés au Maroc depuis l'Algérie pour rejoindre l'Europe, ces migrants dénoncent la manière avec laquelle ils sont traités par les autorités marocaines. Sans logement ni ressources financières, leur quotidien les pousse à remettre en question cette volonté d'atteindre le vieux continent. Il y a beaucoup de différentes nationalités. Il y a des Guinéens, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Camerounais. Il y a pour tout. L'Afrique noire, il y a tous des gens ici qui vivent ici comme ça, comme nous ici. C'est pas bon. C'est pas bon comme ça. On demande à l'autorité marocaine de nous aider ou bien de nous faire rapatrier chez nous. C'est très mieux de ça, avant que personne n'oublie de vivre comme ça, dehors comme ça. Personne. Depuis 2 ans, le royaume marocain a adopté une position stricte en matière de contrôle de ses frontières. Il a fait de la lutte contre l'immigration clandestine un élément clé de son partenariat avec l'Union européenne. C'est un accueil en fanfare qu'a reçu Tundu Lissu mercredi, figure centrale de l'opposition tanzanienne. Il est rentré de plus de 5 ans d'exil. Tundu Lissu avait été touché de 16 balles en 2017 lors d'une tentative d'assassinat et a passé ces dernières années en Belgique. Mathieu Nicolas. Ils sont tous là. Ils brandissent des drapeaux aux couleurs de leur parti, bleu, blanc, rouge, tout en exprimant leur joie. Les partisans du Tchadema se sont rassemblés mercredi dans les rues de Dar es Salaam pour saluer leur leader. Un vrai bain de foule pour l'opposant Tundu Lissu, de retour au pays après des années d'exil. Depuis presque 5 ans que je vis en exil, il n'a pas été facile de vivre en exil, surtout pour ma famille, mon parti politique et ma nation. Tout sourire, Tundu Lissu n'a pas perdu de temps et s'est déjà tourné vers la suite. La figure centrale de l'opposition tanzanienne a dans son viseur les élections en 2025, un scrutin où il espère pouvoir changer les choses dans ce pays où il est difficile pour l'opposition de tenir des meetings. Je vous assure que si nous nous unissons pour construire un mouvement national très fort dans les prochaines années, je suis sûr que nous serons en mesure d'obtenir une commission électorale libre et équitable et une nouvelle constitution dans notre pays avant même les prochaines élections de 2025.
Si Tundu Lissu veut écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la Tanzanie, ses alliés sont du même avis et voient en leur leader un candidat potentiel à la présidence de la Tanzanie. Tundu Lissu était revenu brièvement en Tanzanie pour concourir à l'élection présidentielle de 2020. À l'époque, il faisait face au président John Magufuli, qui sera élu président avec 84% des voix, une victoire largement contestée. D'ailleurs, lors d'un sit-in au Liban, le coût des catastrophes naturelles en France qui atteint 10 milliards d'euros en 2022 et une dizaine de Palestiniens tués lors d'un raid israélien à Jenin. C'est le reste de l'actualité réalisée par Lorraine Mabou. Au Liban, des affrontements ont eu lieu jeudi entre les familles des victimes de l'explosion de 2020 au port de Beyrouth, rassemblés dans la capitale libanaise en signe de soutien au juge indépendant Tarek Bitar, poursuivi pour insubordination en raison de sa détermination à enquêter sur ce drame. Malgré les pressions politiques auxquelles il est soumis, le juge Bitar a décidé lundi de reprendre l'enquête sur l'explosion du 4 août 2020 qui avait fait plus de 215 morts, déclenchant une véritable guerre au sein de la justice. Les autorités sont accusées par des ONG et les familles des victimes de torpiller l'enquête pour éviter des inculpations et refusent une enquête internationale. Des députés de l'opposition se sont joints au sitting. En Cisjordanie, au moins 10 Palestiniens ont été tués jeudi lors d'un raid israélien à Jenin, dans le nord du pays. L'armée israélienne a confirmé son action, mais pas le nombre de victimes. Les forces israéliennes auraient délibérément tiré des grenades lacrymogènes dans le service pédiatrique d'un hôpital de la ville de Jenin, provoquant l'asphyxie de certains enfants. Les morts de jeudi portent à 28 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'année, dont des violences avec des forces ou des civils israéliens. L'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, mène des raids quasi quotidiens à travers ce territoire palestinien, particulièrement dans le nord, dans les secteurs de Jenin et de Naplouse. Plusieurs phénomènes climatiques extrêmes se sont déroulés en 2022 en France. Grêle, tempêtes, sécheresse, inondations. La facture des catastrophes naturelles est salée pour les assureurs. L'année 2022 aurait été la pire depuis 1999 en France, avec un coût estimé à 10 milliards d'euros, a annoncé jeudi la profession. Ce montant s'explique par le fait de l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes et d'une augmentation de leur fréquence, des conséquences directes du réchauffement climatique. Le facteur humain entre en jeu à tous les niveaux. La Fédération des assureurs n'est pas très optimiste pour les années à venir en raison des effets de plus en plus visibles du changement climatique. Plus de 40 missiles ont été tirés par la Russie à partir d'avions, de bateaux et de sous-marins sur plusieurs villes ukrainiennes. Une salve de missiles qui aurait causé la mort de 11 civils et 11 autres ont été blessés. Pour les autorités ukrainiennes, Moscou visait les installations énergétiques. Le point sur les dernières informations avec Souilas Bay. Le bruit des détonations se fait à nouveau entendre en Ukraine. Plus de 50 missiles russes ont visé le pays ce jeudi. La moitié des tirs ont été lancés sur la capitale. Bilan, 11 morts et 11 blessés. Ces frappes massives russes interviennent au lendemain de l'annonce allemande d'autoriser la fourniture à l'Ukraine des chars Léopard. 14 au total qui devraient être livrés d'ici mars. La formation des forces ukrainiennes sur le char Marder va bientôt commencer à Münster, d'après mes informations, déjà dans les prochains jours jusqu'à fin janvier. Et pour les soldats ukrainiens qui seront formés sur le Léopard, ce sera un peu plus tard. En tout cas, pour les Léopards, comme je l'ai dit, l'objectif est d'avoir la première compagnie en Ukraine d'ici fin mars, début avril. Je ne peux pas le dire au jour près. Un peu plus tôt, l'armée ukrainienne a rapporté avoir abattu 47 des 55 missiles russes tirés, mais aussi avoir abattu près de 24 drones kamikazes de fabrication iranienne lancés par la Russie dans la nuit. Mercredi, au moment de l'annonce de la livraison prochaine des chars Léopard, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a tenu à remercier les autorités allemandes pour l'aide apportée dans ce contexte d'extrême tension. Chars de combat allemands, élargissement des missions de soutien à la défense et de formation, feu vert aux partenaires pour la fourniture d'armes similaires.
Jeudi, le Kremlin a annoncé l'engagement direct des Occidentaux dans le conflit en Ukraine. Faux, répondent les Européens. Plusieurs chancelleries occidentales ont insisté sur le caractère défensif de ces chars, une manière de désamorcer la colère de Moscou. Au Pérou, le contexte économique se tend un peu plus chaque jour. Résultat, les pénuries et l'inflation s'aggravent dans plusieurs régions du sud du pays en raison des nombreux barrages routiers dressés par les manifestants qui continuent de réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte. Mercredi encore, de nouveaux affrontements ont éclaté alors que le Pérou est entré dans une nouvelle journée nationale de protestation. La veille, la capitale avait été le théâtre des plus violentes manifestations depuis le début des troubles. Écoutez plusieurs manifestants. Dans tout le Pérou, il y a des régions qui ne sont pas approvisionnées. La situation va de mal en pis. Nous demandons instamment à Madame Dina, s'il vous plaît, pour ne pas aggraver la situation, de se calmer au moins. Pourquoi elle n'est pas capable de dire « oui, je peux démissionner ». 50 millions, c'est le nombre de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques produites chaque année dans le monde. Gliss, une ONG burundaise, a trouvé le moyen d'en recycler une partie. Précisément, ce produit sur le territoire national. Après collecte, ces déchets sont transformés en robots. Suivez plutôt. Ce ne sont plus de déchets, mais de la matière première. Aujourd'hui, Gliss Burundi les récupère et les recycle. Cette ONG a constitué un centre de collecte de multiples appareils électroniques et électriques en fait d'eau-vie. Puis, elle procède à leur démantèlement pour récupérer les parties réutilisables. Et c'est aussi dans le but de réduire la pollution numérique et protéger l'environnement. Donc les équipements en fin de vie, on peut extraire encore des composantes et fabriquer d'autres composantes ou les utiliser à des buts pédagogiques pour former les jeunes et les initier vraiment à intégrer en eux vraiment donc la protection de l'environnement par la réutilisation des composantes qui se trouvent dans les équipements en fin de vie. Ça les permet de mettre en pratique, ça apporte un côté pratique à l'éducation et à la formation qui est prodiguée dans les écoles et dans les universités. Les parties récupérées sont utilisées pour fabriquer des objets très fascinants, les robots. C'est à Gihosha, au nord de Bujumbura, que cette ONG a installé son atelier. Ici, c'est notre atelier qui sert de cadre pour le projet robotique que Gliss a initié et qui est aussi un découlement immédiat de la gestion des déchets électroniques. Parce qu'en collectant des équipements en fin de vie, en les démontant, nous arrivons à extraire dedans des composantes électroniques qui sont encore nécessaires et ça sert dans notre atelier de robotique qui a été initié pour les élèves, les étudiants et les écoliers. Donc, c'est pour montrer à ces jeunes en formation que les sciences et les mathématiques peuvent avoir des applications pratiques dans la vie. De l'imagination, la concentration, des heures voire des jours de travail sont nécessaires pour arriver à un robot. Kanizio Sibindaba, responsable du projet robotique, revient sur les principales étapes. Les procédures, c'est tout à fait simple. Donc, il s'agit de la conception, nous partons de la conception des robots, mais aussi l'étape suivante, c'est l'assemblage, donc qui concerne principalement la partie mécanique. Et aussi, après, il y a la programmation pour que le robot réponde à nos attentes ou bien aux tâches attribuées qu'on veut attribuer au robot. Ce recyclage a déjà donné des résultats très encourageants. Avec leur génie, ces jeunes ingénieurs de Gliss Burundi ont d'ailleurs contribué dans la prévention du Covid-19. D'après les données de Gliss Burundi, en 6 mois, plus de 6 000 tonnes de déchets électriques et électroniques sont collectés. Et on se quitte sur ces images en direct du Palais de Tokyo à Paris et cette collection de haute couture particulière. Le designer japonais Yuima Nakazato a fait de sa création un cri d'alerte sur la pollution au Kenya. Comme vous pouvez le voir, entre tenues colorées et montagnes d'ordures, le designer a voulu interpeller sur l'industrie de la mode et la fast fashion dont le continent africain subit les conséquences.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas l'édition de la mi-journée présentée par Émeric Torquegnon et continuez à vous informer sur Télésud.